Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure du mystère. Quand on part à la chasse, on se retrouve généralement en plein cœur de la forêt, complètement isolé du reste du monde. C'est le décor parfait pour une histoire d'horreur, n'est-ce pas? Les 3 histoires prétendument vraies que je vais vous raconter aujourd'hui vous montreront à quel point les choses peuvent mal tourner. Alors restez bien jusqu'à la fin, car des surprises vous attendent et le mystère ne fait que s'épaissir. Cette première histoire m'a été envoyée en juin par un certain Robert Fournier. Son récit se déroule dans les Ardennes, une région que je connais un peu. Voici son histoire. Je suis un chasseur passionné depuis que mon père a commencé à m'emmener avec lui tous les samedis. J'ai toujours pensé que je transmettrais cette tradition à mon propre fils. Au moment de cette histoire, mon fils Pierre avait 10 ans. Je me suis dit que c'était le bon âge pour l'initier au monde de la chasse. J'avais armé Pierre et moi-même de carabines de chasse Remington. Cependant, j'ai porté la sienne jusqu'à ce que nous trouvions le coin où j'ai l'habitude de trouver du gibier. Nous aurions pu utiliser le mirador de chasse caché plus profondément dans les bois, mais j'ai pensé que ce ne serait pas la meilleure expérience pour une première fois. Je lui ai tendu son arme une fois que nous étions installés. Je lui avais déjà appris les bases du maniement des armes à feu, donc ce n'était pas comme si je l'emmenais là-bas sans aucune expérience. Pour cette première fois, j'ai choisi de rester à l'affût, pensant que ce serait plus simple pour lui. Je me suis dit que nous passerions aux méthodes de chasse plus avancées lors de nos prochaines sorties. L'attente a été longue, bien plus longue que d'habitude à cet endroit précis. Je voyais bien que Pierre s'ennuyait. Il n'arrêtait pas de bâiller et de soupirer, et ça me décevait un peu. Je ne voulais pas qu'il pense que ce sport était si ennuyeux. Alors j'ai remballé nos affaires et je lui ai dit que nous allions bouger. Il a semblé retrouver un peu d'enthousiasme, ce qui m'a fait plaisir. Dès que nous avons commencé à marcher, j'ai entendu des bruits de pas. J'ai mis mon bras devant Pierre, en silence, et je lui ai fait signe de lever sa carabine. Il l'a fait avec excitation, jusqu'à ce que j'aperçoive la tête de quelqu'un dépasser de derrière un arbre, au loin. J'ai immédiatement baissé son arme, un peu déçu, mais aussi soulagé que Pierre n'ait pas tiré. Je lui ai fait un petit signe de la main, un peu comme pour m'excuser. Sur ce, il a disparu derrière l'arbre, hors de ma vue. Était-ce un autre chasseur? Je ne saurais le dire. Mais de ce que j'ai pu entrevoir de lui, même de loin, il y avait quelque chose de dérangeant dans son visage. Sur le moment, je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. Voir quelqu'un si profondément dans les bois était rare et aussi très étrange. Et cet homme n'avait pas vraiment l'air d'un chasseur. Alors, par précaution, j'ai guidé Pierre dans la direction opposée. Toujours pas le moindre signe de cerf. Comme je m'y attendais, Pierre m'a posé des questions sur l'homme, qui je pensais que c'était par exemple. Je lui ai simplement répondu que je ne savais pas et que je ne pensais pas que nous devrions nous approcher. Je ne voulais pas lui mentir. Quelques minutes plus tard, Pierre a commencé à se plaindre qu'il avait faim. J'avais faim moi aussi, alors nous nous sommes arrêtés pour sortir nos casse-croûtes. J'étais extrêmement déçu que rien ne se soit encore passé. Pendant que je mangeais mon sandwich, j'ai de nouveau entendu des bruits de pas au loin. Pierre aussi. Il a immédiatement saisi sa carabine et l'a pointée dans cette direction. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine quand j'ai vu le même homme nous observant depuis un autre arbre. J'ai à nouveau baissé l'arme de Pierre et j'ai remarqué qu'il semblait un peu mal à l'aise maintenant, tout comme moi. Je lui ai dit d'attendre là pendant que je commençais à marcher vers l'homme en essayant de me préparer mentalement à le confronter. À mi-chemin, je me suis arrêté et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Mon fils est juste là. J'ai fait demi-tour et je me suis dépêché de retourner vers Pierre en lui disant qu'il était temps de partir. Si vous étiez avec votre fils au milieu des bois et que vous pensiez être suivi, il y a de fortes chances que vous voudriez partir de là vous aussi. Nous ne courions pas, nous marchions simplement en direction de la route. Mentalement, j'attendais le craquement d'une brindille ou le bruissement d'une feuille derrière nous. Quand c'est arrivé, j'ai poussé doucement Pierre pour qu'il continue d'avancer. Furieux, je me suis retourné et j'ai foncé vers l'homme qui, une fois de plus, nous épiait de derrière un arbre. Je dirais que lorsque je suis arrivé à une dizaine de mètres de l'arbre, il s'est à nouveau caché derrière, hors de ma vue. Puis j'ai entendu un bruit sourd, comme si quelque chose venait de tomber lourdement sur le sol.
J'avais ma carabine chargée à la main et je me suis approché de l'arbre avec la plus grande prudence. Je n'ai même pas dit un mot, je ne sais pas pourquoi. Tout ce que j'ai fait, c'est de m'approcher de l'arbre tout doucement. Quand je suis arrivé, j'ai eu l'impression que tout autour de moi s'était complètement effondré, ou plutôt avait cessé d'exister. Tout ce sur quoi je pouvais me concentrer, c'était la tête, face contre terre, posée sur le sol devant moi. Pas de corps, juste une tête. Je n'ai même pas levé les yeux ni regardé autour de l'arbre pour voir qui l'avait laissé là. Je suis juste tombé à la renverse avant de sprinter vers Pierre en lui hurlant de courir. Nous sommes rentrés à la maison sans et sauf en moins de 5 minutes et je me suis assuré à 100% que nous n'étions pas suivis. Cependant, je suis resté éveillé toute la nuit à surveiller pour la sécurité de ma famille. Le lendemain, j'ai appris par ma femme que 2 chasseurs locaux avaient disparu. C'est à ce moment-là que j'ai appelé la police et que j'ai raconté ce que j'avais vécu. Bien sûr, j'ai dû rester sur mes gardes pendant un long moment, au moins plusieurs mois, avant d'oser sortir à nouveau avec mon fils. Ce qui me laisse encore perplexe, c'est de savoir comment cette personne a réussi à neutraliser 2 chasseurs qui devaient de toute évidence être armés. Depuis, j'ai repris la chasse avec mon fils. L'histoire suivante m'a été envoyée il y a tout juste un mois par un certain Nathan Fournier, et c'est un mélange entre une histoire de camping et une histoire de chasse. La voici. C'était ma toute première fois à la chasse. J'avais 21 ans et j'étais parti avec mes amis Antoine, Christian, Thomas et sa copine Diane dans un grand parc national dans les Alpes pour chasser le cerf. Nous avions emporté 2 grandes tentes, des sacs de couchage, de la nourriture et des boissons pour 2 jours et bien sûr des fusils. Je serais incapable de vous donner le nom du fusil qu'Antoine m'avait mis dans les mains. C'était une carabine de chasse, tout ce qu'il y a de plus banal. Honnêtement, je ne savais pas trop quoi penser de toute cette histoire. Tuer un animal, une créature vivante qui a tout autant envie de vivre que nous, simplement pour le soi-disant plaisir, ça ne me semblait pas juste. Mais c'était la 5e fois qu'Antoine me le proposait, et je me suis senti obligé d'accepter. C'est à mi-chemin, dans la voiture, que j'ai décidé que je ne tirerais sur aucun animal. Antoine s'est garé sur un parking, nous avons tout déchargé et avons marché environ 1,5 km dans la forêt avant d'installer notre campement. À peine les tentes montées, nous avons tous suivi Antoine qui se pavanait en nous déblatérant fièrement ses techniques de chasse. J'aurais aimé avoir quelqu'un avec qui en rire, mais tout le monde semblait prendre ça très au sérieux. J'ai essayé de le taquiner en lui demandant « Ne vaudrait-il pas mieux l'arrêter de parler si tu ne veux pas faire fuir le gibier ?» Il l'a très mal pris. J'ai compris qu'il prenait ça extrêmement à cœur et à partir de ce moment-là, je me suis tue. Et quand je dis « à partir de ce moment-là », je parle du temps où les choses se sont déroulées normalement, ce qui n'a pas duré longtemps. Pendant notre partie de chasse, nous sommes tombés sur un groupe de personnes plutôt étranges. 3 hommes assez costauds et sales, avec de longs cheveux poisseux. On aurait dit qu'ils appartenaient à une sorte de clan de reclus vivant en marge de tout au fond des bois. Ils nous ont regardés et ont hoché la tête, comme pour nous saluer alors que nous passions à côté d'eux. Nous étions officiellement terrifiés. Ça peut paraître risible dit comme ça, mais dans ces circonstances, c'était horrifiant. Nous étions au plus profond de la forêt, loin du parking qui, pour information, était complètement vide. Ça peut sembler exagéré, mais ces 3 types avaient l'air de marginaux sinistres et potentiellement dangereux. Heureusement, ils ne nous ont pas suivis. Antoine a fini par abattre un cerf. Nous n'avions pas trouvé d'élan. Nous avons traîné la carcasse jusqu'à notre campement et ce fut notre dîner du soir. Antoine et Thomas se sont livrés à un processus sanglant et répugnant pour dépecer et, je crois bien, vider l'animal, mais je n'ai pas pu regarder plus de quelques secondes. Antoine nous a préparé des hamburgers de cerf. Il avait tout prévu, même les pains à burger. Même si je n'étais pas particulièrement d'accord avec ce sport, j'étais impressionné par Antoine. Nous sommes allés nous coucher dès la tombée de la nuit, laissant le feu crépiter dehors. J'avais un mal fou à trouver une position confortable dans ce sac de couchage. Antoine et Christian semblaient s'être endormis rapidement, tandis que moi, je devais bien faire 2 heures que je me tournais et me retournais. J'ai toujours eu du mal à dormir dans un sac de couchage. J'étais sur le point de me lever pour aller uriner dehors quand j'ai entendu des bruits de pas près de la tente.
J'ai ouvert la bouche pour appeler Thomas ou Diane, mais je me suis ravisé. Et si ce n'était pas eux? Je suis resté allongé, silencieux, à l'écoute. Soudain, sans crier gare, la fermeture éclair de notre tente s'est ouverte. J'ai brusquement tourné la tête sur le côté et fait semblant de dormir. Il y a eu une courte pause, puis la fermeture s'est refermée. J'ai attendu que les pas s'éloignent. Ils semblaient se diriger vers la tente de Thomas et Diane. C'est là que j'ai compris, ça devait être eux. Ils vérifiaient sûrement si nous dormions pour pouvoir, vous savez, avoir un peu d'intimité, j'imagine. Alors j'ai décidé de leur faire une petite blague. J'ai attendu environ 5 minutes avant d'ouvrir la tente et de commencer à ramper vers la leur. C'est alors que j'ai remarqué que leur fermeture éclair était encore ouverte. C'est bizarre, me suis-je dit. Je me suis approché en m'attendant à surprendre les 2 tourtereaux, mais à la place, quand je fus assez près, j'ai vu 2 hommes à l'intérieur de la tente en train de s'en prendre à Diane. À ce moment-là, j'ai hurlé de toutes mes forces, principalement de peur, mais aussi pour réveiller tout le monde. Antoine et Christian sont sortis en trombe de la tente avec leurs fusils. Quand les 2 hommes se sont enfuis, j'ai réalisé quelque chose. C'étaient les 2 mêmes types que nous avions vus plus tôt. Thomas et Antoine ont tiré plusieurs coups de feu dans leur direction pour les faire fuir. Mais ce qui s'est passé ensuite était encore plus terrifiant. Après qu'ils aient tiré, nous avons tous regardé autour de nous, complètement horrifiés, en voyant des hommes surgir de presque toutes les directions. Ils étaient cachés dans les buissons et derrière les arbres, et ils se sont tous mis à fuir dans des sens opposés. Nous avons essayé de réveiller Tom et Diana, mais il semblait que ces hommes leur avaient injecté une sorte de tranquillisant. Nous n'avions pas d'autre choix que d'attendre leur réveil, ce qui a pris une bonne demi-heure. Courir vers la voiture dans cette forêt d'un noir d'encre a été l'un des moments les plus angoissants de toute ma vie. Nous ne savons pas qui étaient ces gens, mais pour ce que nous en savons, ça aurait pu être une sorte de clan reclus vivant en marge de tout, ou même une famille de cannibales. Nous n'avons aucune idée de ce qu'ils comptaient faire de Tom et de Diana, mais nous sommes juste incroyablement soulagés de nous en être tous sortis sains et saufs. Cette dernière histoire nous a été envoyée par Julien, surnommé le Sprinter, et il nous y raconte son expérience de chasse nocturne. Je chassais le sanglier de nuit dans les bois juste derrière chez moi. J'étais caché dans le mirador que j'avais construit il y a une dizaine d'années. Pour ceux qui se poseraient la question, j'étais bien sûr équipé d'une lunette à vision nocturne. Je suppose que l'on peut me considérer comme un chasseur aguerri. Je ne veux pas vous ennuyer avec des détails superflus qui ne feraient qu'allonger l'histoire, alors je vais faire court. Je veux que tout le monde sache que, même si cette histoire peut paraître folle et tirée par les cheveux, c'est la pure vérité. D'une certaine manière, je me considère même chanceux d'avoir une histoire aussi terrifiante à raconter pour le reste de mes jours. Alors, tandis que j'attendais un mouvement dans ma tour d'observation, il est enfin arrivé. J'ai épaulé mon fusil et j'ai trouvé la source du bruit. Mais ce n'était pas un sanglier, ni aucun autre animal que j'attendais. C'était une personne. Un homme tout de noir vêtu, un jogging noir, des chaussures noires et un sweat à capuche noire dont il avait rabattu le capuchon sur sa tête. Mais le plus effrayant, ce n'était pas sa tenue, c'est qu'il traînait un énorme sac derrière lui. Mon cœur s'est emballé. J'étais presque certain d'être en train de surprendre un type qui essayait d'enterrer un corps. J'ai continué à l'observer, mais il a ralenti, et je vous jure, j'ai eu l'impression qu'il a tourné la tête et levé les yeux vers moi. Je me suis instantanément baissé derrière les parois en bois du mirador, tremblant de tous mes membres. Oui, j'avais un fusil, mais la simple idée de devoir l'utiliser contre un être humain me glaçait le sang. Je suis resté caché, priant le ciel qu'il ne m'ait pas vu. Ça n'aurait eu aucun sens de toute façon. Il fait nuit noire ici. Du moins, c'est ce que ma logique me dictait. Les secondes me paraissaient des heures, alors que j'attendais d'entendre le bruit de ses pas et le froissement des feuilles s'éloigner. Mais je n'ai entendu aucun pas s'éloigner. Tout ce que j'ai entendu, c'est le bruit d'un pied heurtant l'un des barreaux en bois de l'échelle de ma tour. J'ai senti toute la structure vibrer et trembler alors que 2 autres pas résonnaient sur l'échelle. À cet instant, je me suis demandé au plus profond de moi. Serais-je capable de tirer sur quelqu'un ? Mais pour une raison que j'ignore, celui qui était en bas a décidé de ne pas monter jusqu'en haut. Je l'ai entendu sauter sur le sol de la forêt et se remettre à traîner son sac.
Je crois que je suis restée figée comme une statue pendant au moins 10 minutes, avant même d'oser jeter un nouveau coup d'œil par-dessus le rebord. La voie semblait libre. Je devais rentrer chez moi et prévenir la police immédiatement. J'ai enjambé le rebord et je suis descendue par l'échelle. J'ai allumé ma lampe de poche, ce qui, avec le recul, était une décision stupide vu la situation, et j'ai couru en direction de ma maison. Je n'ai pu courir que pendant une dizaine de secondes avant d'entendre le crissement des feuilles derrière moi, des bruits de pas rapides, frénétiques. J'ai jeté un œil par-dessus mon épaule et il était là, à quelques centimètres de mon visage. Je me suis retourné d'un coup et je lui ai tiré dans l'épaule. Il s'est arrêté net en hurlant de douleur et j'ai profité de ce moment pour finir ma course jusqu'à ma maison. Encore une fois, avec le recul, j'aurais dû essayer de le maîtriser d'une manière ou d'une autre, mais cela n'a plus d'importance maintenant. J'ai appelé la police, qui est arrivée en moins de 15 minutes avec une équipe de recherche complète. Je les ai tous conduits dans les bois, à l'endroit exact où je lui avais tiré dessus. Il y avait une traînée de sang, faible mais visible, sur les feuilles, qui passait juste à côté du grand sac. Les policiers ont saisi le sac et la piste nous a finalement menés droit au fou, qui se cachait sous une souche à côté d'un arbre. Il a été arrêté et jugé pour le meurtre de Mélanie Dubois, la propriétaire de la petite épicerie du coin. Je ne connais pas toute l'histoire derrière ce drame, mais je sais que je n'oublierai jamais cette nuit pour le restant de mes jours. Et que je la raconterai aussi pour le restant de mes jours. Et voilà pour ces histoires absolument glaçantes. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez encore, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner à l'heure du mystère si ce n'est pas déjà fait, et de partager la vidéo avec vos amis amateurs de frissons. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'auriez-vous fait à la place de Julien ? On se retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires qui vous empêcheront de dormir. Prenez soin de vous.